Dans cette vidéo, on va parler d'investissement en bourse et plus spécifiquement de la constitution de portefeuille. Et tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, il n'existe pas un seul portefeuille qui va être le meilleur portefeuille du monde et qui va correspondre à tout le monde, tout comme il n'existe pas la meilleure approche ou la meilleure stratégie pour devenir indépendant ou libre financièrement. Il y a des approches, il y a des stratégies, il y a des portefeuilles différents, il y a des actifs différents. Après, à nous de déterminer les avantages, les inconvénients, de les comprendre, de les appréhender et de déterminer le portefeuille ou les stratégies qui vont nous permettre peut-être d'accélérer l'atteinte de nos objectifs personnels. Et dans cette vidéo, je vais me focaliser sur deux principales grosses classes d'actifs que je t'ai déjà présentées sur cette chaîne YouTube, les actions et les obligations. Tu le sais, normalement, le portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligations, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que globalement, ça permet de lisser la volatilité, donc d'avoir une volatilité plus faible et d'avoir des rendements qui seront certes un petit peu plus faibles qu'un portefeuille 100% actions, mais qui vont être quand même plus prédictibles et plus lissés sur le long terme qu'un portefeuille 100% actions, comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Mais là, dans cette vidéo, on va essayer de remettre en perspective un petit peu tout ça. On va essayer de prendre du recul et on va s'appuyer sur des études académiques comme à chaque fois et de voir finalement, en fonction du modèle économique, de la situation économique dans laquelle on va se trouver, de voir la meilleure optimisation qu'on pourrait avoir avec ces deux classes d'actifs, donc les actions et les obligations, et de voir le meilleur équilibre qu'on pourrait avoir dans notre portefeuille personnel et de voir comment on pourrait adapter notre approche en fonction des différents environnements économiques. Comme je te l'évoquais en introduction de la vidéo, si on regarde un portefeuille axé 100% sur le marché US au niveau des actions, un autre portefeuille basé 100% sur les obligations américaines et un portefeuille 60-40, on peut regarder différents paramètres, notamment le retour sur investissement, la volatilité, le ratio de Sharpe et le max drawdown. Et ce qu'on remarque, c'est que un portefeuille 100% basé sur les actions va être en effet plus performant, mais également aussi plus volatile avec un max drawdown beaucoup plus important. Donc le max drawdown, je te rappelle que c'est la volatilité maximum qu'on a entre le point le plus haut et le point le plus bas sur une période d'analyse. Sur le marché US, au niveau des obligations, on a une volatilité qui est bien plus faible, un max drawdown qui va être bien plus faible, mais également aussi un risque qui va être plus faible parce que les obligations sont réputées comme étant moins risquées que les actions. Donc forcément, on va avoir un retour sur investissement qui va être plus faible qu'un portefeuille 100% basé sur le marché action. Et si on crée un portefeuille typiquement 60-40, donc 60% actions, 40% obligations, on se retrouve en fait avec un portefeuille intermédiaire avec toutes les données que je t'ai données précédemment. C'est-à-dire qu'au niveau du retour sur investissement, la volatilité, le max drawdown, on va avoir un max drawdown qui va être entre les deux, plus faible que le marché action, mais un petit peu plus faible qu'un portefeuille 100% obligations. Pareil pour le retour sur investissement et la volatilité. Donc globalement, si on fait un mixte entre les différentes classes d'actifs, là notamment les actions et les obligations, ça va nous permettre d'avoir un portefeuille qui va être plus durable, avec des performances plus lissées sur le long terme et une volatilité également à la baisse qui est intéressante pour nous, investisseurs. Donc là, tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin et on va analyser historiquement les corrélations entre ces deux classes d'actifs, donc entre les actions et les obligations. Et tout ce que je vais te présenter ici, c'est issu de ce papier de recherche là que je te mets à l'écran et je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux croiser les informations et revenir aux sources directement. Sur ce premier graphique là que je te présente à l'écran, on remarque les corrélations qui existent entre les obligations américaines et les actions américaines. L'analyse a été effectuée entre janvier 1900 et septembre 2022, donc on a quand même un large spectre d'études et d'analyses. Et ce qu'on remarque, c'est que globalement, les obligations, elles n'ont pas non seulement dilué le risque des actions comme elles l'ont fait pendant la majeure partie des années 1900, mais elles ont eu tendance à générer des rendements positifs lorsque le marché action subissait des pertes. C'est pour ça que le portefeuille 60-40, c'est quelque chose qui globalement, historiquement parlant, a très très bien marché, parce que à chaque fois qu'on avait le marché action qui augmentait, on avait par exemple les obligations qui baissaient un petit peu, et à l'inverse, quand les actions fonctionnaient pas très bien, on avait les obligations qui prenaient un petit peu le dessus. Par contre, attention, depuis les 20 dernières années, là comme tu peux le constater à l'écran, la relation entre les deux classes d'actifs, donc entre les actions et les obligations US, a été très différente de celle qu'on aura pu constater par le passé et celle qui est présentée sur le graphique que je te montre là à l'écran. Donc à court terme, il est tout à fait possible que les actions et les obligations puissent perdre en valorisation en même temps. C'est ce qui est représenté par les courbes en rose, avec par exemple le crack de 1987, la crise financière là, de la fin des années 2007-2008 avec la crise des subprimes, la crise sanitaire, etc., etc. Quand il y a des gros mouvements économiques, il peut y arriver à un moment donné que ces classes d'actifs, à la base, elles sont censées se compenser.
Quand il y en a une qui va pas bien, l'autre va compenser et vice-versa. Mais il peut arriver à un moment donné, comme ça a été le cas sur les courbes en rose, que ces deux classes d'actifs en fait fonctionnent en même temps et qu'elles soient plus corrélées que ce qu'elles ne pouvaient l'être historiquement parlant. Là maintenant, on va analyser le changement de corrélation et ce que ça pourrait impliquer, donc le changement de corrélation entre les actions et les obligations sur un portefeuille 60-40 comme celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Donc là, on va se focaliser sur le panneau numéro A et ensuite je te décrirai un peu plus le panneau B. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, une corrélation entre les deux actifs plus importante, ça signifierait du coup forcément un risque plus élevé pour les portefeuilles d'actions et d'obligations. Nous, notre objectif, ici on décide d'ajouter un actif plutôt qu'un autre sur notre portefeuille, c'est pour limiter notre volatilité, limiter notre risque, et pour ça, on essaye de trouver des actifs qui ne sont pas corrélés les uns aux autres. Si on a des actifs qui sont ultra corrélés les uns avec les autres, en fait, on peut peut-être avoir des performances plus élevées, mais en tout cas, on ne va pas diminuer notre risque. Donc forcément, si on a un portefeuille 60-40 et que de plus en plus, on va avoir une corrélation de plus en plus importante et significative entre les actions et les obligations, on peut se poser la question de l'intérêt d'obtenir encore aujourd'hui et de choisir un portefeuille 60-40 comme celui que je t'ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc sur le panneau A, on peut constater en bleu foncé la volatilité attendue d'un portefeuille action-obligation 60-40 avec différents niveaux de corrélation supposés entre les deux classes d'actifs. Plus la corrélation elle est importante, forcément plus la volatilité va augmenter, puisque les actions sont plus volatiles que les obligations. Et les deux lignes en rouge, alors celle un petit peu en rose et celle en rouge foncé, ça montre l'impact de la corrélation sur la valeur à risque, qui est décrite en détail dans le papier d'analyse que je t'ai montré en début de vidéo, et le max drawdown, donc la volatilité maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas. En gros, ce qu'on remarque, c'est que plus la corrélation elle va être importante, plus on va augmenter ses risques, donc la valeur à risque, et puis également le max drawdown, donc ça forcément c'est un truc que je t'ai expliqué au début. Et enfin sur le panneau B, donc le panneau là juste en dessous, on peut remarquer que si la tolérance au risque reste la même, les investisseurs devront réduire leur allocation en actions pour maintenir un risque de portefeuille constant, puisqu'on considère que globalement sur le long terme, même si les actions sont plus performantes que les obligations, il y a une volatilité, il y a un max drawdown plus important sur les actions que sur les obligations. Donc si on veut maintenir un risque de portefeuille qui va être constant, on va devoir diminuer l'actif à risque au profit de l'actif considéré comme étant entre guillemets moins risqué, là en l'occurrence les obligations. Par contre, on est d'accord que si on diminue notre allocation d'actifs sur les actions au profit des obligations, du coup on va avoir forcément un portefeuille qui va avoir des rendements attendus qui risquent d'être inférieurs à la moyenne pour un portefeuille classique, celui qu'on souhaite viser, qui était à la base celui du 60-40. Sur le papier de recherche, on nous donne un exemple et on nous explique typiquement que si on passait d'une corrélation entre les actions et les obligations de moins 0,5 à plus 0,5, on aurait la réduction de performance globale du portefeuille qui passerait de 3,5% à 3%, donc on perdrait 0,5% de rendement si on avait un changement de corrélation entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc en d'autres termes, la diversification des classes d'actifs n'est pas seulement une question de risque, même si ça reste quand même important, elle est aussi une question de rendement, et ça c'est vraiment un point crucial à comprendre et à appréhender. Là sur ce graphique, on va encore un petit peu plus loin et on se rend compte que le contexte macroéconomique a une influence importante sur le ratio de Sharpe et les portefeuilles qui comprennent des actions et des obligations. Là par exemple, sur la gauche, quand tu as marqué Growth Up et Growth Down, donc c'est une croissance qui augmente aux États-Unis, une croissance qui va diminuer aux États-Unis, une augmentation de l'inflation et une baisse de l'inflation, on se rend compte que tout ça, ça a une influence sur le ratio de Sharpe. Et je te rappelle que le ratio de Sharpe, ça correspond et ça traduit le ratio rendement-risque pour l'investisseur. En gros, est-ce que le risque que tu prends en investissant dans une ou plusieurs classes d'actifs, est-ce que le risque en vaut la chandelle parce que tu peux obtenir des rendements importants, ou est-ce que finalement tu prends des risques importants pour obtenir peut-être des résultats et des performances qui seront relativement faibles dans le futur? Ce que recherche l'investisseur, c'est d'avoir un ratio de Sharpe qui soit le plus élevé possible, parce que là ça veut dire qu'il va vraiment maximiser au maximum son ratio rendement-risque. Et ce qu'on remarque, c'est que par exemple dans le cas d'une augmentation de l'inflation, là juste ici, on peut voir une baisse de 0,5 du ratio de Sharpe pour les obligations. Donc tout ça, en fait, on se rend compte que à la fois en fonction des épisodes économiques, ça va avoir une modification au niveau de la corrélation entre les actions et les obligations, et puis au niveau du contexte macroéconomique également, ça va avoir un impact sur la constitution de portefeuille et notamment sur le ratio de Sharpe, parce que quand tu crées un portefeuille, il y a plusieurs critères que tu vas analyser,
mais un des critères importants, c'est bien évidemment le ratio de Sharpe. Si maintenant on zoome sur les différents secteurs d'activité pour essayer de constater ou analyser les corrélations obligataires les unes avec les autres, au final on se rend compte que les services publics, qui sont nommés utilities du coup sur le document, et les biens de consommation de base, qui sont nommés consumer staple pareil sur le document, en général ont des flux de trésorerie relativement stables et semblables du coup à ceux des obligations, donc ils vont avoir beaucoup plus tendance à être corrélés plus positivement aux obligations que l'ensemble du marché. Le secteur de l'énergie et les produits industriels, par contre, eux, sont les secteurs les plus résistants à l'inflation et ont tendance à être corrélés plus négativement aux obligations. Donc tu vois, déjà, on peut arriver à mitiger notre risque ou à le gérer de manière un peu plus approfondie en fonction de la manière déjà dont on souhaite constituer notre portefeuille, mais également aussi en fonction des secteurs qu'on souhaite viser au premier abord. Maintenant qu'on a compris tout ça, quelles sont les solutions aujourd'hui disponibles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre portefeuille, dans nos portefeuilles respectifs, pour essayer de garder toujours un bon équilibre entre le risque et le rendement, malgré le fait que les corrélations entre les actions et les obligations peuvent être amenées à changer avec le temps. Et du coup, dans ce papier d'analyse, on nous donne des premières informations, en tout cas des outils pour réfléchir à ce sujet-là. Et ce que tu peux constater sur le panneau numéro A, c'est que on remarque que plus on va avoir une corrélation importante et significative entre les actions et les obligations, plus il va nous falloir un poids important sur notre portefeuille, en tout cas dans notre portefeuille, avec une nouvelle classe d'actifs qui n'est pas censée être corrélée aux actions et aux obligations. Donc plus on va avoir une corrélation importante entre les actions et les obligations, plus il va falloir contrebalancer en fait ce risque-là avec l'ajout d'une ou plusieurs autres classes d'actifs dans notre portefeuille, en l'occurrence les matières premières ou le cash, pour toujours garder un bon équilibre entre le risque et le rendement. Et ce qu'on remarque avec le panneau B, c'est qu'avec des alternatives, donc avec des classes d'actifs qui ne sont plus ou pas corrélées avec les actions et les obligations, ça peut nous permettre de limiter le risque, peu importe les corrélations qui existent entre les actions et les obligations. Le fait d'avoir par exemple une part en métaux précieux et en cash dans notre portefeuille, ça va nous permettre de limiter le risque, peu importe les corrélations qui existent entre les actions et les obligations. Et si par contre on ne met pas d'alternative dans notre portefeuille, il va falloir faire un choix, notamment peut-être avoir plus d'obligations dans notre portefeuille, ou moins d'actions, ou plus d'actions, peu importe en fait en fonction de ce qui va se passer, mais ça va avoir un impact plus ou moins important sur les performances globales et long terme de notre portefeuille. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu verras dans la description, je te mets un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.